le journal. Très heureuse de vous informer, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici les grands titres. Le sommet de Washington va privilégier les échanges commerciaux entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique avec les questions liées à la paix et l'insécurité grandissante sur le continent, dont l'agression de la RDC par le Rwanda via les M23. 137 morts et de nombreux dégâts matériels sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Tel est le bilan macabre de la pluie diluvienne du mardi 13 décembre. Le gouvernement a décrété pour se faire un deuil national de 3 jours. 10 cas et 3 morts au compte de la recrudescence du choléra au Nord Kivu. Le constat a été établi au sein d'une prison où les conditions hygiéniques laissent à désirer et menacent de contaminer un plus grand nombre. Bonsoir, ouvrons cette édition avec le sommet États-Unis d'Amérique, Afrique qui s'est ouvert avec une cinquantaine de délégations africaines ainsi que le responsable de l'Union africaine à Washington. Cette grande rencontre annuelle prendra 3 jours. L'administration Joe Biden tente de démontrer son engagement envers les continents sur le plan économique. Plusieurs questions liées aux défis africains seront aussi traitées, dont l'insécurité dans la partie est de la RDC, nous dit Guy Lunga Kabamba. Le sommet USA-Afrique s'est ouvert le mardi 13 décembre à Washington DC, capitale des États-Unis d'Amérique. La RDC participe avec son chef d'État Félix Antoine Tshisekedi, accompagné d'une délégation composée de plusieurs ministres. Une cinquantaine de chefs d'État africains ainsi que les responsables de l'Union africaine vont participer à ce sommet de 3 jours à Washington, dont le programme se présente de la manière suivante. Le premier jour du sommet sera consacré à l'organisation d'un forum sur la paix et la sécurité qui deviennent de plus en plus problématiques sur le continent africain. À cet effet, le ministre américain de la Défense réunira autour de lui plusieurs leaders africains pour échanger sur cette problématique. Au deuxième jour, l'accent sera mis sur le volet économique avec un forum économique entre les États-Unis et l'Afrique concernant l'AGOA, ce programme initié depuis l'an 2000 pour faciliter les exportations et échanges des économies africaines avec celles des USA. Ce qui constitue le retour des États-Unis pour contrer l'influence économique de la Chine qui grandit de plus en plus sur le continent africain. Le troisième jour est appelé Leader Day, le jour des leaders. Le président américain Joe Biden rencontrera à cet effet les chefs d'État africains ainsi que les chefs des délégations pour des concertations plus politiques et stratégiques. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken présume que c'est une grande opportunité pour l'Afrique de rencontrer les États-Unis dans une vision de collaboration multilatérale. L'importance de la diaspora africaine, passée et future, que ce soit pour les nations africaines ou pour les États-Unis, c'est la raison pour laquelle ceci est l'un des tout premiers événements avec les chefs d'État africains. Cette année, en Afrique du Sud, j'ai eu l'opportunité d'exposer la stratégie de la nouvelle administration sur l'Afrique subsaharienne. Cette stratégie est ancrée par un mot, le partenariat. Nous ne pouvons résoudre les problèmes que si nous travaillons ensemble. De l'avis du gouvernement de la RDC, l'agression rwandaise à travers le M23 est la principale préoccupation de la délégation congolaise à ce sommet qui se déroule du 13 au 15 décembre prochain. Toutefois, dans le cadre diplomatique, il n'est pas exclu qu'une rencontre entre la RDC, le Rwanda et les différents médiateurs pour les processus de paix en RDC, à l'instar du président burundais et angolais, se tienne sous l'égide du président américain dont l'influence sur tous est considérable. Ouvrons un autre chapitre. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, sur instruction du président de la République démocratique du Congo, a décidé de décréter à partir de ce mercredi 14 décembre 3 jours de deuil national. Cette décision du gouvernement intervient au lendemain de la mort de plus de 120 personnes à la suite de la pluie qui s'est abattue sur la capitale hier mardi 13 décembre. Le Premier ministre, chef du gouvernement de la République, Sama Lukonde Kyenge, a présidé le mardi 13 décembre une réunion de crise consécutive aux dégâts humains et matériels enregistrés à la suite de la pluie torrentielle qui s'est abattue le même jour dans la ville-province de Kinshasa. Plusieurs décisions ont été prises, dont un deuil national de 3 jours, décrété à partir de ce mercredi 14 décembre.
en mémoire de 141 personnes décédées dans différentes communes de Kinshasa. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, a fait savoir que cette décision a été prise sur instruction du chef de l'État qui suit de près cette situation depuis les USA où il séjourne pour un forum États-Unis-Afrique. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a également chargé le Premier ministre de procéder à l'assistance de toutes les familles éplorées. Par ailleurs, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui a également pris part à cette réunion, a été instruit de procéder sans tarder à l'identification des sites où sont érigées des constructions anarchiques et hors normes, à la base de plusieurs inondations pour leur démolition immédiate. Pour rappel, de nombreux Kinois ont souffert pour circuler suite aux inondations et érosions créées, rendant les routes impraticables. C'est notamment le cas de la route Matadi, comprise dans son tronçon entre les quartiers Matadi-Kibala et Sans Fil, coupé en deux. Sachez aussi que le gouvernement de la République a rendu public les bilans de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa la nuit du mardi 13 décembre, voulais-je dire dernier. Selon le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, il y a eu 137 morts, 38 787 ménages inondés, 280 maisons écroulées, 64 nouvelles têtes d'érosion dans la ville et la route numéro 1 coupée en deux. Le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours à partir de ce mercredi. Plus de détails dans ces reportages de Martin Kaimbe. C'est un bilan très lourd donné par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Aselo. Après une réunion de crise tenue au cabinet du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, où 38 787 ménages inondés par le eau de pluie dans presque la quasi-totalité des communes concernées, à l'exception de certaines municipalités de la partie est de la ville, telles que Maluku et Nsele. 280 maisons se sont écroulées suite au niveau élevé de débordement de eaux de pluie et 64 nouvelles têtes d'érosion sont nées dans la ville de Kinshasa. Dès ce qui précède, le gouvernement déplore tous ces événements survenus dans la capitale Kinshasa. Un deuil national de 3 jours a été décrété sur l'ensemble du territoire national. Par la même occasion, une commission est mise sur pied pour dénombrer toutes les constructions anarchiques pour leur démolition. Entre-temps, tous ces victimes de pluie sont abandonnées à leur triste sort sans aucune assistance de la part des autorités de la ville. La plupart ont passé la nuit à la Belle Étoile ou dans les églises, ce qui les expose à des intempéries de tout genre. Outre ces dégâts, la nationale numéro 1, appelée route de Matadi, a été coupée en deux. Une équipe urgente est déjà sur terrain pour une solution rapide. Les dégâts de la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa le mardi 13 décembre dernier est loin de finir vu le nombre de victimes. C'est le cas d'une famille habitant le quartier Mayo Village dans la commune de Mongafula qui vient de perdre au total 4 personnes. Élément de reportage de la rédaction. De nombreuses pertes en vies humaines sont signalées dans la ville de Kinshasa après cette pluie torrentielle qui s'est abattue dans la capitale congolaise dans la nuit du mardi 13 décembre 2022 aux alentours de 1h du matin jusqu'au tour de 8h. C'est la conséquence des inondations, des écroulements de murs, des débordements de lits de rivières, mais surtout les constructions anarchiques à des endroits pas encore lotis. Selon des sources concordantes, la ville de Kinshasa à elle seule enregistre une centaine de morts, parmi lesquels des adultes comme des enfants. Cas de cette famille vivant au quartier Mayo Village dans la commune de Mongafula, qui vient de se vider de ses membres avec au total 4 enfants morts, comme l'attestent ces images. Une grande désolation. C'est la même scène qui s'est produite dans certains autres quartiers et municipalités de la ville de Kinshasa. L'heure est à présent à attendre la communication officielle de l'hôtel de ville de Kinshasa. Toujours dans le même ordre d'idée, 8 morts et de dégâts matériels importants, c'est le bilan de la pluie qui s'est abattue la nuit du 12 au 13 décembre au quartier Congo dans la commune d'Ingaliema, une situation due au désordre urbanistique que connaît cette partie de la capitale Kinshasa. Un reportage d'Ekibonge et Vite Panzou.
Ici, nous sommes dans le quartier Congo, sur l'avenue Kebenila, dans la commune de Ngayema. C'est un constat amer, fait après la pluie qui a arrosé l'ensemble de la ville, laissant en son passage désolation matérielle et mort d'hommes. Tenez, 8 morts sont enregistrés dans ce quartier. Une situation que les habitants du coin déplorent, parce que cela est arrivé pendant que tout le monde dormait et avait droit au sommeil. Venir s'occuper vraiment, s'ils ont ces soucis-là, d'aider surtout qu'un vieux papa comme ça, il ne fait rien, c'est un handicapé. S'il y a secours vraiment aux autorités de venir en aide pour aider un peu la famille. Parce qu'ils n'ont rien récupéré. Biloko nyonso ekei na mayambula. Donc batikali kaka batu bilamba o bomona balati batikali sune loko musutie. Il est à noter que ce quartier qui existe depuis 1968, à l'époque de Feu Bisengimana, ancien directeur de cabinet du feu Maréchal Mobutu, dispose d'un seul collecteur jusqu'à ce jour. C'est qu'il est impossible de canaliser les eaux de pluie d'un quartier qui fait que grandir chaque jour. Une triste réalité. Le sinistre à Matadi-Kibala a coupé la nationale numéro 1, dite route Matadi en deux, provoquant ainsi l'arrêt du trafic et de la circulation de biens et de personnes déjà sur place. Le service pour réparer les dégâts s'active avec Jean-Marie Mavard, directeur général du bureau technique de coordination BTC en sigle. Ces derniers promet que cette réhabilitation prendra plus ou moins 3 semaines. Il était au micro de Jocelyne Massiala et Vitempanz. Effectivement, c'est une situation dramatique, mais malheureusement à laquelle l'être humain ne peut rien y faire. Il s'agit d'une catastrophe naturelle. Et bon, le problème c'est que les aménagements qui avaient été prévus pour pallier justement ce genre de catastrophe n'ont pas tenu. Et comme je le dis toujours, le principal agent de cette catastrophe reste l'être humain. Son manque de civisme, sa désobéissance fait qu'ils ne respectent pas les instructions, ils construisent n'importe où et n'importe comment, sans respecter les règles de l'art. Et voilà, c'est à ce genre de catastrophe qu'on arrive. Maintenant, les frais qu'on doit engager maintenant pour mettre tout ça en état sont très importants, sans compter toutes les pertes économiques que vont entraîner cette situation. Bon voilà, maintenant la question c'est de remettre ce tronçon en état pour permettre le trafic normal. Bon, c'est ça le grand défi actuel. Bon là, l'empierrement a commencé, il faut qu'il se poursuive et voilà, il faut qu'assez rapidement on puisse trouver une solution durable à ce drame. La réparation, écoute, c'est difficilement estimable, hein, mais ça a l'air d'être très sérieux. Il faut passer à les phases de consolidation, d'empierrement, ensuite de consolidation. Tout ça, ça peut nous prendre 2 à 3 semaines, si pas plus. Nous compatissons, hein. C'est une situation triste, hein. Mais voilà, nous allons essayer de faire le nécessaire pour remettre les choses en état. C'était Jean-Aimé Mavard, directeur général du bureau technique de coordination au BTC en sigle. Toujours à Matadi-Kibala, les sinistres n'a pas laissé indifférent les Congolais qui sont descendus sur place afin de se rendre compte du drame provoqué par la pluie diluvienne de ces mardis 13 décembre. Pour la plupart, ils regrettent. Écoutez certains au micro de Jocelyne Massiala et Vitempanz. La route est complètement coupée. On ne sait pas. C'est les autorités qui doivent trouver la solution. On n'en peut rien parce que la route est coupée. Les gens qui sont de l'autre côté, des Mitendi, ils sont restés là-bas. De ce côté, ils sont restés. C'est compliqué. Il y a eu beaucoup de morts, plusieurs personnes qui sont décédées à cause de ces drames. Donc, vraiment, c'est vraiment une route principale qui fait en sorte que les histoires viennent à Kinshasa, les commerces qui se font facilement ici. Non, c'est la route principale. Vraiment, on est désolé pour ça. Notre gouvernement n'a pas confiance à notre peuple congolais. Donc, il donne les travaux chez les Chinois, tout consort. Pourtant, nous avons les ingénieurs compétents qui doivent travailler cette route normalement.
Avant de boucler ces chapitres, voulais-je dire, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, deuxième ville de l'Afrique subsaharienne, avec plus de 12 millions d'habitants, Kinshasa incarne aussi les chaos urbains actuels. Alors que son infrastructure semble inexistante ou vouée à disparaître, comment comprendre ce qui est à la base de cette folie immobilière? Tentative de réponse dans cette réflexion de la rédaction avec Bijou Lumuna. Anciennement appelée Léopoldville, la ville de Kinshasa est la plus grande ville de la RDC. Avec ses 1600 habitants en 1920 à l'époque du Congo belge, la ville de Kinshasa compte actuellement plus de 17 millions d'habitants qui vivent dans l'extrême pauvreté et surtout le manque criant d'infrastructures. Ces surpeuplements occasionnent plusieurs constructions anarchiques sur des terrains accidentés, causant ainsi des glissements de terrain sur plusieurs avenues ainsi que des effondrements des maisons. Depuis un certain temps, on constate une folie immobilière à travers la ville de Kinshasa. Maisons et constructions hors normes ont des conséquences dévastatrices sur l'environnement. Il est à noter que la procédure prévue par la loi foncière n'est pas rigoureusement suivie. Selon une enquête menée, seulement 19,9% de la population possède un certificat d'enregistrement, tandis que les autres n'ont qu'un début de justification de titre de propriété. Dans ce désordre inouï, il n'est pas étonnant que chacun construise à sa manière, sans tenir compte des normes architecturales, favorisant ainsi plusieurs dégâts, cas des érosions suite à la pluie de ce matin et aussi des pertes en vies humaines. Dans un autre registre, la crise en RDC est extrêmement critique. La nation congolaise est en danger. Tels sont les propos du docteur Denis Mukwege sur les antennes de France 24. Le prix Nobel de la paix est revenu sur la situation dans l'est de la RDC et c'est la première crise internationale négligée, estime-t-il. Extrait choisi par Junior Viningali. La crise en République démocratique du Congo est extrêmement critique. Aujourd'hui, on peut dire sans risque de se faire contredire, il y a péril en la demeure, la nation congolaise est en danger. Et je crois que ça s'étaye par 4 situations que je voulais vous présenter. Premièrement, c'est la crise humanitaire et la crise sécuritaire est sans précédent. En République démocratique du Congo, depuis 25 ans, plus de 6 millions de personnes ont trouvé la mort dans cette crise. Et ça, c'est le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on compte plus de 5 millions de personnes qui sont sans abri, des déplacés internes. Et selon le rapport des Nations Unies, un tiers de la population congolaise a faim, ce qui représente à peu près 30 millions de personnes sans protection et qui n'ont pas de nourriture, et sans compter toutes les femmes victimes de violences sexuelles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous sommes devant une crise existentielle où le risque de balkanisation est présent. Il y a plus de 120 groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. L'autorité de l'État n'est pas présente dans la plupart de ces endroits, donc les massacres se font de façon quotidienne. Et aujourd'hui, au lieu d'organiser une armée pour protéger la population, on est en train d'externaliser la sécurité en République démocratique du Congo, ce qui entraîne une surmilitarisation de cette zone où on a les Nations Unies, les pays des SADC, on a des accords avec des pays de la région. Et en fait, malgré cette surmilitarisation, les civils continuent à être égorgés, décapités dans cette zone. La troisième chose qu'il faut retenir, c'est que ces conflits, c'est tout à fait une guerre économique dans une espèce de chaos organisé où en fait les ressources naturelles, les mines stratégiques de la République démocratique du Congo vont tout simplement répondre aux besoins de l'économie globale et surtout pour la transition énergétique, alors que la population congolaise est laissée presque dans une pauvreté extrême.
Tout à fait autre chose, plus de 10 cas dont 3 décès ont été enregistrés depuis le vendredi dernier dans la prison centrale de Kamituga dans la province du Sud Kivu. La société civile lance un appel au gouvernement pour stopper cette épidémie. Richard Tegué, directeur de ces centres pénitentiaires, a confirmé que les 7 autres prisonniers sont transférés à l'hôpital central du Kamituga. Commentaire de Kibonge. L'épidémie de choléra a refait surface dans la province du Sud Kivu, précisément dans le village de Kamituga. Selon les sources concordantes, 10 cas ont été confirmés, dont 3 ont succombé en moins d'une semaine. Le médecin directeur de l'hôpital de Kamituga a parlé d'une alerte de l'épidémie connue dans le pays. Les sources médicales de Kamituga ont affirmé aussi que les 10 cas présentaient le même symptôme, diarrhée aiguë avec déshydratation. Le directeur du centre pénitentiaire de Kamituga a annoncé quant à lui que les 2 cas sont décédés le samedi 10 décembre et l'autre le lundi 12 décembre, étant donné que les 3 victimes étaient des prisonniers. La société civile lance un appel au gouvernement en vue d'un soutien en vivres et médicaments pour des soins appropriés, en vue de stopper cette épidémie mortelle. Retournons à Kinshasa. Au Sénat, Modeste Bahati Lukwebo supervise les travaux de la commission ECOFIN sur le budget 2023. Le président du bureau de la Chambre haute du Parlement veut voir toutes les matières inscrites au calendrier de la session ordinaire de septembre être épuisées avant la clôture. Le temps presse pour la fin de la session ordinaire de septembre au Parlement congolais. Voilà qui justifie cette série de visites du président du Sénat aux différentes commissions permanentes afin de suivre de près les travaux et pousser le sénateur, membre de toutes les commissions, à plus de célérité. Il s'est personnellement rendu à la commission économique et financière qui examine en toute urgence en seconde lecture le projet des lois des finances exercice 2023. Déjà voté à l'Assemblée nationale, sur place Modeste Bahati Lukwebo, qui est aussi membre à part entière de la commission ECOFIN, a eu un échange fructueux avec ses collègues tout en leur demandant de mettre le bouchée double afin de doter le pays du budget exercice 2023 dans le délai requis. Des propositions claires et pertinentes ont été données par les speakers du Sénat pour qu'au plus tard, jeudi 15 décembre, cette importante loi budgétaire soit votée et envoyée au président de la République pour promulgation. Vous comprenez que tout ça, nous devons le faire en 3 jours. C'est pour cette raison que je suis venu bousculer mes collègues qui travaillent dans les différentes commissions pour que le 15, en tout cas, au plus tard à minuit, nous puissions clôturer notre session après avoir accompli notre devoir. La Chambre haute du Parlement n'aura donc eu 15 jours pratiquement pour examiner le texte et éventuellement le voter dans quelques jours avant la fin de la session en cours. Et puis, en dehors de nos frontières, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, embourbé dans un scandale depuis 2 mois, a échappé mardi à l'ouverture d'une procédure de destitution au Parlement, s'y étant largement opposé à l'issue d'un débat houleux. Bijou Lumuna nous en dit plus. Le président Cyril Ramaphosa a échappé à l'ouverture d'une possible destitution le mardi dernier. Réunis au Cap lors d'une séance spéciale du Parlement sud-africain, certains députés ont rejeté l'ouverture d'un dossier visant à destituer ce dernier. Accusé d'avoir violé la loi en cachant un vol d'une importante somme de devises étrangères en 2020 dans sa ferme de Falafala, située au Cap en Afrique du Sud, Ramaphosa a nié quant à lui toute implication dans cette affaire et a qualifié ce rapport de défectueux devant la Cour constitutionnelle. Ses partisans réunis devant le Parlement pour faire entendre leur voix soutiennent qu'il n'y a pas de preuves tangibles et qu'il faut lui donner une chance de continuer à être président et obtenir un second mandat pour maintenir la stabilité en Afrique du Sud. Notons que sur les 362 députés réunis, 214 ont voté contre sa destitution, tandis que les 162 ont voté pour. En sport, le ministre de Sport et Loisirs, Serge Nkonde, a reçu le mardi dans son cabinet de travail le ministre provincial de la Mongala, Eric Bassele. Au menu de leur entretien, l'état de lieu du secteur sportif dans cette partie du pays. Suivez-le au micro de Muriel Monsa.
J'étais dans l'obligation en fait, de rencontrer son Excellence Serge Shimbukondi pour lui faire un état des lieux des secteurs de sport et loisirs de la Mongala, ma province. La Mongala connaît assez de problèmes en termes d'infrastructures et puis en termes d'accompagnement des athlètes, et surtout ceux qui pratiquent le boxe, ceux qui pratiquent le karaté, judo et ainsi de suite. Donc pour ceux qui pratiquent en bref les disciplines sportives, je fais part au ministre et je suis très heureux le fait que le ministre m'a rassuré que de mon retour, après avoir envoyé l'état des lieux, il va déjanter une équipe sur terrain, laquelle équipe va apporter des données fiables et il verra à son niveau qu'est-ce qu'il pourra faire pour que la Mongala soit bénéficiaire également en termes d'infrastructure par rapport à ce qui est prévu dans le projet de développement de 145 territoires. En fait, je suis très heureux, ça entre dans l'histoire de la Mongala. Depuis le démembrement, en fait, c'est la première fois qu'un ministre, un membre du gouvernement provincial de la Mongala arrive à rencontrer le ministre national. Toujours en sport, le match de demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 ont bel et bien débuté le mardi 13 décembre 2022 avec une belle victoire des Argentins sur le Croate. Tout feu, tout flamme avec un Lionel Messi, Stastrovic, Albi Céleste s'est finalement débarrassé de Vatrini sur la marque de 3-0, s'est qualifiant ainsi pour sa 6e finale de l'histoire. Après une rencontre maîtrisée par les Argentins, l'Argentine s'est qualifiée en battant la Croatie 3-0. L'Argentine a atteint ce mardi la 6e finale de la Coupe du Monde de son histoire. Tout le monde admire, que tout le monde dit, qui repose ce jeu avec un Perisic qui reste toujours. C'est un soir pour les chercheurs d'or lors de cette coupe. Jules Rimet se gratte cette quête absolue pour Léo Messi et Luka Modric, pour l'Argentine et pour la Croatie, Omar, qui s'affrontent. Déjà à la 34e minute, Lionel Messi ouvre la marque sur un penalty. La Pulga, auteur de son 11e but en Coupe du Monde, Messi est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine dans la compétition. Il a aussi égalé le record d'apparition en Coupe du Monde appartenant à Lothar Matthäus, 25 apparitions. Lionel Messi est désormais impliqué sur 19 buts en Coupe du Monde, 11 buts, 8 passes décisifs, égalant le meilleur total de buts et assists pour un joueur depuis qu'Optel analyse la compétition depuis 1966, établi précédemment par Mislarlov, Klose, Ronaldo et Gerd Müller. Julián Alvarez a marqué lors de ses 8 titularisations avec l'Argentine, toutes compétitions confondues, 7 buts au total, dont 4 réalisations lors de cette Coupe du Monde Qatar 2022, lui qui a signé hier un doublé face aux Croates. Ça fait 2-0, Julián Alvarez, tête baissée, à tout défendre. La Croatie a encaissé autant de buts contre l'Argentine hier soir lors de ses 5 premiers matchs de cette édition 2022. Une qualification qui fait bien aux Argentins, c'est l'Allemagne qui a fait mieux dans l'histoire 8 fois. L'Albi Céleste n'a jamais été éliminé en demi-finale d'un mondial en 5 apparitions à ces stades. L'Argentine affrontera le vainqueur de la rencontre entre la France et le Maroc ce soir à 20h. Rappelons que le Maroc reste le seul pays africain dans cette Coupe du Monde Qatar 2022. C'est la 6e finale de Coupe du Monde. Prenons cette brève sportive. Le Daring Club Motema Pembe a remporté cet après-midi du 14 décembre le 14e derby entre lui et les FC Renaissance du Congo au stade Martyr de la Pentecôte. Après une première période sans but, les Immaculés ont scoré au retour des Citrons par l'entremise d'Akram Bonganga à la 49e minute et de Platini Piana à la 82e minute. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Place à présent à la revue de presse de journaux parus dans la capitale congolaise de ce mercredi 14 décembre 2022 dans une sélection de Guy Ilunga et commentaires. Suivez. Catastrophe à Kinshasa. Près de 100 personnes après une pluie diluvienne affichent à la une la tempête des tropiques qui fait cas des victimes détaillées commune par commune et quartier par quartier pour démontrer l'étendue du sinistre. Le journal signale qu'il n'y a pas eu de mort à Gombe, mais par contre beaucoup de dégâts matériels. Quant à la Tchangou, curieusement, aucun mort à Ndjili et Maluku, mis à part quelques inondations ça et là. Le journal poursuit à cet effet que des immeubles se sont affaissés à Matete,
Lorsqu'à Matadi Kibala, la population ne jure que sur le départ du gouverneur de la ville qu'elle accuse d'incompétence. À Kinshasa, une ville non gouvernée, s'écrit le journal qui décrit que la pluie diluvienne du mardi 13 décembre a montré les limites des dirigeants de la capitale, comme pour indexer les autorités que le journal prétend avoir été rattrapées par leur torpeur et affairisme dans la gestion des questions vitales de la ville dont l'environnement malsain et dangereux est un secret de polichinelle. Le journal L'Avenir, pour sa part, reprend les 100 morts environ pour un premier bilan provisoire, tout en signalant que le Premier ministre Sama Lukonde met tout en œuvre pour la réhabilitation de la nationale numéro 1 en annonçant le début des travaux. Sur les sites, rapporte L'Avenir, le remblaiement a déjà démarré de manière à ce que très vite le trafic reprenne pour les petits véhicules, le temps d'entamer les travaux de grande envergure. Kinshasa, l'enfer au paradis, titre La Prospérité en reprenant l'alerte d'Adolphe Muzito qui date du 13 juillet 2015. Il y a pourtant des choses à éviter, relève l'article, pour déplorer que si des mesures préventives avaient été prises, on n'en serait pas là à coup sûr. Seulement, autant de morts, autant de dégâts matériels et un deuil national de 3 jours pour couronner les imprudences et légèretés sur cette question qui brûlait sur toutes les lèvres au point de ressusciter une tribune vieille de 7 ans là-dessus. Wait and see. C'est la même complainte pour le bulletin de l'ACP, Agence Congolaise de Presse, qui démontre l'ampleur de cette catastrophe pour le pays et à l'étranger. La RDC subit avec cette perte chiffrée à 137 morts, 38 787 ménages inondés, 280 maisons écroulées, 64 nouvelles têtes d'érosion dans la ville de Kinshasa et séries amères sur le gâteau de la désolation, la route nationale numéro 1, dite route de Matadi, coupée en deux. Mesdames et messieurs, à la prochaine revue et bonne suite des programmes sur Mandiko TV. C'est cette revue de presse qui boucle cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Le sommet de Washington va privilégier les échanges commerciaux entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique avec les questions liées à la paix et l'insécurité grandissante sur le continent, dont l'agression de la RDC par le Rwanda via les M23. 137 morts et de nombreux dégâts matériels sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Tel est le bilan macabre de la pluie diluvienne du mardi 13 décembre. Le gouvernement a décrété pour se faire un deuil national de 3 jours. 10 cas et 3 morts au compte de la recrudescence du choléra au Nord Kivu. Le constat a été établi au sein d'une prison où les conditions hygiéniques laissent à désirer et menacent de contaminer un plus grand nombre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.